Voilà, bon, on va pouvoir commencer. Donc un webinaire assez complet avec pas mal de slides, mais là par rapport au temps qui nous est imparti, puisque ah, je vais juste faire entrer une autre Oui. personne. Bonjour Madame Cordebar, on commence juste. Bonjour, merci. Bonjour, donc une information que je dois vous communiquer, donc le webinaire est enregistré. Oui. Et ensuite, vous pourrez télécharger donc, l'enregistrement et ou le diaporama, selon ce que vous souhaitez. Donc, comme Ok, je merci. disais, un webinaire assez complet en termes d'informations et de slides. Donc, nous avons ensemble on a prévu jusqu'à 10h30 et ensuite, c'est le docteur Loé Loumou qui nous rejoindra et qui partagera avec vous des informations sur des dispositifs voilà, au sein desquels elle fait partie donc, pour promouvoir des dispositifs petite enfance sur la Haute-Marne. Alors les premières slides, un rappel sur le service public de la petite enfance, donc qui est inscrit dans la loi sur le plein emploi du 18 décembre 2023. Un rappel dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche famille, donc répondre aux besoins d'accueil diversifiés des jeunes enfants et de leurs familles dans le cadre du service public de la petite enfance. Et une mission service public de la petite enfance par la branche famille pour développer l'ingénierie et le contrôle des structures. En 2024, donc ce qui a déjà été mis en place, la coordination des partenaires pour le développement et le financement des modes d'accueil sur le territoire afin de répondre aux enjeux du service public de la petite enfance, l'accompagnement de la CAF dans le développement de services aux familles innovants et accessibles sur tous les territoires, donc diagnostic de territoire, pérennisation, développement de places et de services, et le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Quelques chiffres au niveau national. Pardon, Madame Germano, je vais juste vous demander peut-être de couper votre micro, comme on enregistre, qu'il n'y ait pas D'accord. d'interférence. Il y a des... Alors, c'est... Est-ce que... alors, Merci. Donc, quelques chiffres au niveau national. Le service public de la petite enfance, c'est 1,5 milliard, 303 millions dédiés au financement majoré des crèches cofinancées par les collectivités, la création de 440 animateurs de relais petite enfance, 35 000 places en crèche PSU et plus de 1000 accueils à vocation d'insertion professionnelle. Et là, je vous ai remis une slide avec les différents enjeux. Donc, premièrement, garantir à tous les parents une information et un accompagnement adaptés à leurs besoins. Donc, le site monenfant.fr qui devient site de référence pour les familles et pour l'ensemble des modes d'accueil. L'évolution vers une offre à destination des partenaires, la revalorisation de l'APS, on va en parler également dans ce webinaire. Les nouvelles missions des relais petite enfance, l'augmentation des aides à l'investissement pour les projets de création et le pillage. Un deuxième enjeu, développer, pérenniser des places en accueil collectif et individuel, donc développer le nombre de places en crèche PSU, le bonus trajectoire développement, la revalorisation de la PSU et la revalorisation de la PSU bonus territoire CTG. Un autre enjeu, favoriser l'accueil réel de tous les enfants au mode d'accueil. Donc là, bonus handicap, bonus mixité sociale, les crèches à VIP et la réforme du CMG. Dernier enjeu, favoriser la qualité de l'accueil des enfants, qualité du lieu d'accueil et des conditions de travail, avec un plan d'investissement et le fonds de modernisation des établissements, le bonus attractivité. On en reparlera aussi, le financement des journées pédagogiques et des heures de préparation à l'accueil du jeune enfant, et le référentiel qualité, la déclinaison de la charte nationale d'accueil du jeune enfant, l'évaluation de son application, et des contrôles coordonnés, CD, État, CAF.
Alors là, c'est vraiment à titre d'information. On va passer rapidement sur la slide. Vous avez en plus les liens pour pouvoir les récupérer. Je vous ai mis sur cette slide un décret, un arrêté petite enfance relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui peuvent intervenir au sein de vos structures petite enfance. Donc là, je vous laisserai aller regarder ou vous les avez peut-être déjà reçus. Je vous ai remis la slide présentée en juin par rapport à l'augmentation du plafond de ressources du barème national des participations familiales. Donc, pour rappel, à compter du 1er septembre 2024, le plafond de ressources mensuel qui doit être pris en compte passe à 7 000 €. Il était de 6 000 € du 1er janvier au 31 août 2024. Cette augmentation du barème donc, a entraîné la mise à jour du barème national des aides des CAF. Donc là, je vous l'ai mis pour information et on voit bien apparaître plancher et plafond de ressources pour le calcul des participations familiales, 7 000 € à partir du 1er septembre 2024. Les autres éléments n'ont pas changé. Donc là, je vous ai remis aussi les bonus complémentaires, mais qui sont les mêmes. Bonus inclusion handicap, bonus mixité sociale. Une slide importante. J'ai reçu et je peux vous communiquer dès maintenant le plancher de ressources qui sera applicable à partir de janvier 2025. Donc vous avez à la fois le plafond qui restera à 7 000 €, le plancher qui est fixé à 801 € par mois, ce qui fait que dès décembre, vous pouvez commencer à préparer les contrats de vos familles renouvelés à partir de janvier. Je vous ai remis aussi quelques slides par rapport au renforcement du financement du temps de travail hors présence des enfants au sein des EAJE-PSU. Alors, je vous ai déjà présenté ces éléments en juin. Je vous ai renoté la nouvelle circulaire puisqu'il y a eu entre juin et aujourd'hui quelques éléments complémentaires qui ont été apportés. Donc, pour rappel, instauration d'un financement par la branche famille de 3 journées pédagogiques par an et par structure, donc dès 2024. Ces journées pédagogiques constituent des temps de réflexion entre professionnels, en dehors de la présence des enfants, pour ajuster l'organisation, les pratiques pédagogiques et d'autres éléments. Elles peuvent être aussi l'occasion d'organiser des séances d'analyse de la pratique, donc ça c'est rajouté par rapport au mois de juin, en complément de celles qui sont organisées tout au long de l'année. Elles associent tout le personnel. La présence des personnels placés auprès des enfants est requise. Donc on vous invite au niveau de la CAF à faire remplir un bordereau de présence puisque lors des contrôles, heu, par rapport au versement du financement de ces journées pédagogiques, on vérifiera la présence de tout le personnel. La présence des personnels de l'équipe technique sera favorisée, sans être toutefois obligatoire, en fonction des thèmes retenus. Les journées pédagogiques peuvent être organisées à l'échelle d'un réseau ou d'un territoire et réunir différents modes d'accueil, dès lors qu'elles prévoient la participation de l'ensemble des personnels des établissements concernés. Elles peuvent également, ça c'est aussi un nouveau point rajouté, l'occasion d'une réflexion sur la place des parents dans la structure, voire permettre un temps d'échange avec des représentants des parents, par exemple en préfiguration de la mise en place d'un conseil d'établissement. La journée pédagogique réunit les personnels pendant une durée correspondant à la durée habituelle du travail des personnels au sein de l'établissement. Le financement des journées pédagogiques. Donc, ces journées, ce sont donc des journées de fermeture au public. Vous n'accueillez pas les enfants, pour lesquelles la CAF compense l'intégralité des pertes de recettes qui vont résulter de l'absence de facturation aux familles et donc de PSU versés. Il s'agit d'une compensation financière de 10 heures par place. La CAF vous verse donc à la fois sa part de prestation de service et les participations familiales perdues. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée pour pouvoir vous permettre au sein de vos structures d'organiser ces journées pédagogiques. La COJ prévoit aussi pour la période 2023-2027 prévoit que les heures dites de concertation soient réorientées vers la préparation à l'accueil de chaque enfant. Elles sont renommées à cette fin et leur montant moyen est majoré à la faveur de la réforme de leur mode de calcul. Les heures de préparation à l'accueil de l'enfant correspondent au temps dédié à la préparation de l'accueil de chaque enfant
à l'accueil et à l'accompagnement des parents et aux relations avec les partenaires rendus utiles par la situation singulière de chaque enfant. Pour rappel, sur le webinaire de juin 2024, je vous avais présenté plusieurs slides sur ces heures de préparation à l'accueil de chaque enfant. Alors, les slides qui suivent, ce sont, comme je l'expliquais tout à l'heure, des slides que j'ai préparés dans le cadre de la démarche IDA, lorsque je suis une démarche voilà, pour lesquelles il y a un peu plus de fragilité détectée. Je trouvais intéressant de vous les présenter. Ça pourra vous permettre après, au sein de vos structures, si vous le souhaitez, de les utiliser pour pouvoir les personnaliser avec la situation au sein de vos structures. Donc, c'est un diaporama que j'ai constitué de manière un peu ludique et qui reprend les éléments à connaître sur la PSU. Donc, pour rappel, c'est une aide au fonctionnement versée directement au gestionnaire. Elle finance 66% d'un prix de revient horaire plafonné et elle peut être versée pour tous les enfants accueillis appartenant au régime général jusqu'à leurs 5 ans révolus. Elle se calcule et se paye en heures. C'est son unité de calcul. Elle est variable en fonction de la performance de gestion de la crèche et au niveau du service rendu aux familles. Si vous fournissez les couches et les repas, vous avez une prestation de service unique majorée. Elle englobe la PSU, la prestation de service CAF, plus la participation des familles. Et pour qu'elle soit versée, il doit y avoir au minima un autre financeur. Elle est égalitaire. Elle permet une tarification de la famille proportionnelle à ses revenus et au gestionnaire un niveau de recette identique pour chaque heure. Donc, ces 3 grands principes, l'universalité, l'accessibilité et la mixité sociale. Elle complète ah, je vais juste faire entrer d'autres personnes. Bonjour, madame Leroux. Donc on a commencé, vers, 9h50. Le webinaire est enregistré et vous pourrez, ensuite, je vous enverrai un lien pour pouvoir, y avoir accès ainsi que le diaporama. Donc là, je suis en train de présenter des slides que j'ai créés dans le cadre de la démarche IDA. Je trouvais intéressant de vous les présenter. Donc, dans une démarche IDA, donc pour rappel, IDA, c'est à la fois informer, ce que l'on fait aujourd'hui, mais également identifier éventuellement une structure qui peut être présenter des signes de fragilité. Et dans ces cas-là, les slides que je vous présente, je les personnalise. Mais je trouvais intéressant aussi de vous les partager aujourd'hui de manière plus générale. Donc, le rappel, la PSU complète les participations familiales. Les participations familiales sont calculées en fonction d'un barème national fixé par la CNAF et les réservations et la tarification se font à l'heure. Les familles ne sont pas obligées de payer pour un temps qu'elles n'utilisent pas. Les contrats d'accueil doivent être calibrés au plus près des besoins des familles. La PSU est payée sur la base des heures facturées et le décompte des heures réalisées se fait à la demi-heure. Par contre, vous pouvez appliquer des arrondis plus favorables aux familles. Dans tous les cas, vous veillerez à appliquer les mêmes règles de décompte des actes, tant du côté des heures réalisées que des heures facturées. Alors, le- les slides qui vont suivre, j'ai vraiment décliné ce que j'appelle le pas à pas de la PSU. J'ai vraiment décliné différents calculs. Donc, un premier calcul, je vous présente comment calculer la capacité d'accueil théorique de votre structure. Donc, vous prenez votre nombre de places agréées, votre amplitude d'ouverture par jour et le nombre de jours d'ouverture par an. Et vous multipliez le nombre de places par l'amplitude d'ouverture, par le nombre de jours d'ouverture. Ça vous donne un nombre d'heures. Et ça signifie que votre structure pourra être financée sur un maximum de ces heures calculées. Sachant que bien sûr, la capacité d'accueil théorique concerne à 100% ce que vous ne pouvez jamais obtenir au sein de vos structures, bien entendu. Le taux de facturation. Ce taux de facturation, vous en entendez souvent parler par rapport aussi à la PSU qui vous est versée.
Donc pour cela, il vous faut le nombre d'heures réalisées, le nombre d'heures facturées, donc ce que les parents ont payé. Vous allez prendre les heures facturées, divisé par les heures réalisées, multiplié par 100, et là vous allez avoir un taux. Donc par exemple, pour une structure, une microcrèche qui aurait 20 597 heures facturées, divisé par les heures réalisées, 19 300 heures, multiplié par 100, on a donc un taux de 106,72%. Ça signifie qu'il y a 6,72% d'écart entre les heures réalisées et les heures facturées. Donc vous pourrez reprendre à tête reposée ces slides pour apporter plus de clarté. Le prix de revient horaire réel, c'est ce que va vous coûter une heure de fonctionnement de votre crèche. Et le prix de revient horaire réel, il est soumis à un seuil d'exclusion qui pour 2024 est de 17,56 €. Donc pour calculer ce prix de revient horaire, vous allez prendre vos charges annuelles divisées par les heures réalisées. Et là, vous allez connaître le coût de chaque heure d'ouverture de votre structure en fonctionnement. Le montant horaire de la PSU. Donc là, je vous ai mis le barème 2024. Donc si on reprend mon exemple, un taux de facturation réel à 106,70%. Il s'agit d'une structure qui fournit les couches et les repas. Et le prix de revient horaire réel est de 10,45 €. Donc vous regardez par rapport à votre propre structure, vous regardez dans quelle tranche vous vous situez, vous comparez votre prix de revient réel au prix de revient plafond. Si votre prix de revient estimé est supérieur au prix de revient plafond, que votre taux de facturation est inférieur à 107% et que vous fournissez les couches et les repas, vous avez donc en 2024 une prestation de service horaire de 6,63 €. Et ça signifie qu'à chaque fois que par rapport, par exemple, si la famille que vous accueillez, si l'enfant que vous accueillez, au niveau de la famille, ça correspond à une facturation d'1 € de l'heure, la CAF vous versera 5,63 € en complément. Les recettes PSU totales annuelles et prévisionnelles, donc je vous ai mis aussi la méthode de calcul. Donc par exemple, quand vous construisez votre prévisionnel, votre montant, horaire de PSU, votre estimé, multiplié, par le nombre d'heures que vous estimez, avoir en termes d'heures, facturées sur l'année, multiplié par 96%, puisque nous appliquons un taux de ressortissants du régime général moyen de 96%. C'est pour ça que vous avez un complément au niveau de la MSA. Et les heures de concertation, 60 heures. Là, c'était l'exemple pour une microcrèche, 60 heures par 6,41 € par 96%. Le taux d'occupation réel. Donc là, c'est un indicateur de la fréquentation de votre structure. Il affiche l'utilisation concrète de votre structure par rapport à son potentiel d'offre théorique d'accueil que nous avons. Je vous ai montré le mode de calcul par rapport à la première slide. Donc là, vous allez prendre sur l'année vos heures réalisées par rapport à la capacité théorique et ça va vous donner un pourcentage. Donc, au-delà de cette prestation de service, nous avons des bonus, le bonus mixité. Donc, en 2024, il vous sera versé si la moyenne de vos participations familiales est en dessous de 1,46 € de l'heure. Le bonus inclusion handicap, il est versé si dans votre structure, vous accueillez au moins un enfant en situation de handicap, reconnu par la MDPH ou bien en parcours de détection. Donc, soit un enfant qui est bénéficiaire de l'AEH ou en parcours de détection. Je vous ai remis également les modes de calcul. Je vous ai rajouté une slide aussi par rapport justement à ce bonus inclusion handicap pardon, pour les enfants en cours de détection. Donc je vous ai remis depuis le 1er janvier 2020 les situations, et c'est seulement dans ces situations qui permettent de déclarer cet enfant en inclusion handicap s'il n'est pas bénéficiaire de l'AEH. Donc je vous laisserai prendre connaissance de ces différents éléments.
Alors, les slides qui suivent, elles sont importantes, même si les autres l'étaient aussi. À partir de janvier 2025, nous allons, vers une réforme de la prestation de service unique. Alors, j'ai fait le choix de mettre ces slides à la suite de ce que je viens de vous présenter parce qu'il y a énormément d'éléments dans la PSU actuelle qui sont conservés, mais la réforme, va être modifiée, par rapport aux effets de seuil. Alors, les premières slides que je vais vous lire, c'est assez technique, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, je vous donne des exemples qui permettent d'aller vers beaucoup plus de concret. Donc, à compter de de 1er janvier 2025, de nouvelles modalités du calcul de la PSU entrent en vigueur afin de sécuriser les recettes des gestionnaires en supprimant les effets de seuil. Les effets de seuil, c'était inférieur à 107% dans le taux de facturation, et ensuite, si vous étiez supérieur à 107%, de 107 à 117%, vous aviez la même PSU qui vous était versée. Donc là, ces effets de seuil vont être modifiés, enfin supprimés. La mesure prend la forme d'un prix plafond progressivement dégressif à mesure que le taux de facturation de l'EAJE augmente. Et elle s'intègre dans un ensemble de réformes visant à favoriser la qualité d'accueil et sécuriser les recettes des partenaires. Donc, la PSU s'inscrit dans un système de financement global des EAJE. Et là, je vous ai repris les objectifs variés complémentaires de cette PSU. Donc, assurer le niveau de service le plus adapté aux besoins des familles, afin de prendre en compte les besoins réels d'accueil du famille, avec la contractualisation des besoins d'accueil, la prise en compte du taux de facturation. La PSU et avec, la réforme de janvier 2005, ça voilà, on est toujours dans l'incitation à fournir aux familles les couches et les repas, puisque le prix plafond PSU est plus élevé lorsque vous fournissez ces prestations. Promouvoir des temps de travail hors présence des enfants, donc nécessaires à la qualité d'accueil. Donc on en a parlé dans les slides précédentes, les heures de préparation à l'accueil de l'enfant et le financement des journées pédagogiques. Son objectif est de favoriser l'accessibilité à tous les enfants, avec une tarification aux familles proportionnée par rapport à leurs ressources, inciter à l'accueil de toutes les familles, quels que soient leurs revenus, puisque ça continuera en janvier 2025, le principe de la compensation des participations familiales par la PSU. L'exemple que je donnais tout à l'heure dans la slide, une famille à qui vous facturez 1 euro. Si vous avez la PSU maximum, vous avez 5,63 € en complément. Le fait de prendre en compte les conséquences de l'accueil du public spécifique en compensant les pertes de recettes ou les surcoûts qu'ils peuvent entraîner avec le bonus inclusion handicap, le bonus mixité sociale et le fonds public et territoire. Le fait de solvabiliser le secteur pour garantir sa pérennité, encourager son développement et développer son attractivité, en sécurisant les ressources que vous touchez en tant que gestionnaire avec différentes recettes. L'adaptation des financements aux caractéristiques de chaque territoire et au projet. Le fait aussi d'avoir une évolution de cette PSU par rapport à l'évolution des prix de revient des EAJE, revalorisation des prix plafonds, plus 6,71% en 2023 et plus 3,49% en 2024, et la revalorisation des montants versés au titre du bonus territoire CTG à compter de 2025. L'accompagnement des revalorisations salariales avec le bonus attractivité et l'encouragement au développement de places nouvelles avec le bonus territoire CTG offre nouvelle. Cette réforme du calcul de la PSU, elle vise donc à conserver les acquis du système actuel de financement et à en corriger les effets de bord. La branche famille reste incitative pour des taux de facturation au plus près des besoins de famille, mais sans que le AJE voie une baisse de sa recette avec les effets de seuil. Le nouveau mode de calcul de la PSU, en supprimant ces effets de seuil, dans la prise en compte du taux de facturation, sécurise donc votre niveau de recette. Alors, je vais juste faire entrer le docteur Louis Lemoux.
Bonjour Madame Loïlomou. Là, donc, je suis en train de présenter les différentes slides. J'en ai encore à peu près pour un quart d'heure. Donc, soit vous restez avec nous avant que je puisse vous donner la parole ou vous vous reconnectez vers 10h30, comme vous souhaitez. Bonjour, bonjour Madame Rochoux. Non, ben, je vais suivre un tout petit peu. Je vais peut-être me déconnecter D'accord. pour continuer ma réunion, mais sinon, je vais quand même écouter un petit peu je m'informe aussi. Merci. À tout D'accord, à l'heure. très bien. Merci. Donc, alors, je vais reprendre où j'en étais. Oui, ce que je vous disais. Donc, ce nouveau mode de calcul de la PSU, en supprimant les effets de seuil, pour pouvoir vous garantir un niveau de recette, un bon niveau de recette, euh, il va vous permettre aussi de vous recentrer sur votre cœur de métier, l'accueil et l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. L'objectif d'un taux de facturation adapté est maintenu, donc avec une mise en œuvre moins pénalisante, de sorte que vous ayez une capacité renouvelée pour développer l'accessibilité à tout public, la qualité de l'accueil, l'adaptation aux besoins des familles dans le cadre d'un financement attractif et pérenne. Le principe, c'est un prix plafond progressivement dégressif à mesure que le taux de facturation augmente. Lorsque l'écart entre les heures facturées aux familles et les heures de présence des enfants augmente, la PSU horaire décroît de façon linéaire, sans rupture jusqu'à un plateau, le fameux inférieur ou égal à 107%, inférieur ou égal à 117% appliqué actuellement. Lorsque l'écart diminue, la PSU horaire augmente de façon continue, sans rupture jusqu'à un maximum. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un point de taux de facturation en moins, c'est 11 centimes en plus de prix plafond. Avec en plus jusqu'à 107%, donc on garde le fait jusqu'à un taux de facturation à 107%, on conserve la PSU maximale et ensuite donc un point de taux de facturation en moins, 11 centimes de plus de prix plafond. À partir d'un taux de facturation supérieur ou égal à 120%, le prix plafond est constant et correspond à un montant déterminé dans le cadre de la communication du barème annuel de prestation de services. Afin de limiter les situations de surfacturation des familles, le prix plafond associé au taux de facturation supérieur ou égaux à 120% ne fera plus l'objet de revalorisation jusqu'en 2027 et sera maintenu au niveau atteint en 2024. Et la dernière slide, qui va être la plus parlante. Donc là, je vous ai noté les prix plafonds 2025 en lien avec les taux de facturation. Sachant que là, nous sommes bien sur les prix plafonds applicables. Et ensuite, pour connaître la PSU, vous appliquez 66% du prix plafond indiqué. Voilà, donc je vous laisserai relire et reprendre ces différentes slides, mais nous sommes vraiment sur une réforme importante. J'ai vu, par exemple, dans l'analyse de certaines structures, des structures qui obtenaient un taux de facturation à 107,25% et qui voyaient, bien entendu, leur PSU minoré alors qu'elles avaient bâti euh, leur prévisionnel financier sur une PSU optimale. Donc ça, c'est vraiment une avancée importante, cette réforme à partir de janvier 2025. J'ai maintenant quelques slides avec des actualités de la CAF. Donc la première, une actualité importante, les déclarations actualisées 2024 ont été appelées en date du 6 octobre 2024. Donc je vous invite à les remplir et à voir avec vos gestionnaires pour pour que ces déclarations actualisées soient remplies rapidement. Nous avons, je vous ai mis en gris deux éléments importants. Donc, si certains de vos EAJE sont labellisés AVIP ou AVIS,
vous devez intégrer l'aide 2024 qui vous est apportée par la CAF en compte 70 624 qui est l'accompagnement CAF. Et à compter de l'actualisation de septembre, je vais refaire entrer le docteur Louis Long. Donc à partir de l'actualisation 2024, vous pouvez maintenant déclarer la somme des journées pédagogiques que vous avez déjà effectuées et que vous prévoyez d'effectuer entre octobre et fin décembre 2024. Et pour rappel, une actualisation, donc vous avez 2 éléments. Vous avez les éléments, les réels de janvier jusqu'à fin septembre. Donc ça concerne les heures réalisées, les heures facturées, les participations familiales. Vous pouvez également modifier, apporter des éléments de modification sur vos charges, lorsque vous avez une modification, par exemple, des charges de personnel. Et ensuite, vous avez le calcul important du prévisionnel d'octobre jusqu'à fin décembre. Et ce prévisionnel d'octobre à fin décembre, il doit être le plus affiné possible. Et dans vos structures, si ce n'est au niveau des personnes présentes à ce webinaire, si ce n'est pas vous qui intervenez sur les déclarations actualisées, vous avez des éléments qui sont importants à faire remonter à vos gestionnaires. Par exemple, le nombre d'enfants différents accueillis sur l'année 2024. Ce nombre d'enfants différents, il va influencer le calcul du bonus inclusion handicap. Donc ça, c'est un élément aussi important. Et puis, cette actualisation, ce n'est pas prendre le prévisionnel que vous avez calculé en début d'année et de soustraire ce qui a déjà été réalisé. Vous devez vraiment affiner au maximum les heures réalisées, les heures facturées que vous espérez atteindre entre octobre et décembre, ainsi que les participations familiales. Je vous ai remis 2 slides sur l'expérimentation parentalité. On va passer assez rapidement puisque c'est un des axes sur lesquels le docteur Loeilumou va intervenir donc d'ici peu de temps. Donc, et puis, je vous ai noté également le flyer qui vous a été envoyé au sein de vos structures. Sachant cette expérimentation accompagnement individuel parentalité, elle vient bien en complément de ce que vous pouvez déjà proposer au sein de vos structures en termes d'accompagnement à la parentalité. Et puis ce flyer, c'est important aussi qu'il soit à la disposition des familles qui viennent en préinscription dans vos structures, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un nombre important de familles que vous allez recevoir en préinscription, mais pour lesquelles vous n'aurez pas forcément de places qui pourront leur être proposées. Donc c'est important que par rapport à ce dispositif, que, voilà, que les familles puissent aussi avoir accès au flyer et au partage de cette expérimentation. Donc, pour rappel, porté par deux porteurs de projet, la Margelle et l'UDAF. Je vous ai remis également des slides sur le dispositif AVIP en Haute-Marne, avec un élément important. Donc, en fin 2024, nous lançons un nouvel appel à projet pour un démarrage en janvier 2025. Donc là, on va passer assez rapidement sur les slides, puisque je vous les avais déjà proposés sur le webinaire de juin 2024. Donc avec rappel, pour l'instant, nous avons 5 structures à vocation d'insertion professionnelle sur le département de la Haute-Marne. Les crèches à vocation d'insertion sociale. La même information, lancement d'un nouvel appel à projet fin 2024. Et là, je vous ai remis également une slide avec le logo qui a été créé donc, par la CAF de la Haute-Marne, puisque pour rappel, je vais faire rentrer une autre personne. Bonjour, Monsieur Bourgeois. Donc, le logo structure à vocation d'insertion sociale a été créé par la CAF de la Haute-Marne, puisque cette expérimentation est une expérimentation départementale. Donc, je vous ai remis également les objectifs par rapport à cette labellisation AVIS. Crèche à vocation d'insertion sociale. Alors, monsieur Bourgeois, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper votre micro?
Et puis je vous donne une information importante. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez ensuite accéder à son... Je pourrais vous envoyer le lien pour que vous puissiez télécharger le webinaire ainsi que le diaporama. Eh bien, écoutez, Madame Loïnoumou, on arrive vraiment sur les 3 dernières slides. Donc, les ateliers futurs parents de Joinville, Chaumont et Saint-Dizier. Donc, vous avez les dates des ateliers futurs parents. Donc, le vendredi 13 décembre à Joinville au centre social. Le vendredi 6 décembre à Chaumont dans les locaux de la maternité de Chaumont. Et le vendredi 17 décembre à Saint-Dizier dans les locaux du CHS de Saint-Dizier. Je vais aussi revoir avec mes collègues pour qu'on puisse bien vous envoyer l'affiche et le flyer avant la mise en place de ces ateliers futurs parents, puisque en tant que responsable de structure petite enfance, vous accueillez 2 futurs parents et vous êtes pour nous aussi un relais de cette information pour la mise en place de ces ateliers. Et puis là, je vous ai mis les différents points qui sont abordés pendant ces ateliers futurs parents. Eh bien, écoutez, j'arrive au bout de mes slides et de ce que je voulais vous présenter. Et je vais maintenant donner la parole au docteur Clarisse Loeloumou. Je vais vous laisser vous présenter et on va pouvoir évoquer ensemble voilà, des points et des éléments liés à la petite enfance en lien avec la CAF. Mais je vous laisse la parole. Bienvenue. Merci. Bonjour Madame Rochoux, bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de présenter quelques éléments des projets sur lesquels j'interviens en collaboration ou pas avec la CAF. Donc moi, je suis Clarisse Loueloumou. J'avais un webinaire avec la CAF. Ah, oui, Madame Leroux, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc je suis Clarisse Loueloumou, je suis pédiatre. Je pense qu'il y a quelques participants au webinaire que j'ai probablement déjà eu l'occasion de rencontrer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis pédiatre, je suis installée en libéral à Chaumont. J'interviens également auprès des CMPP, du CMPP de Langres. J'interviens également de manière ponctuelle maintenant à l'IME de Langres également, lorsqu'ils en éprouvent le besoin. Et je suis co-fondatrice de l'association La Margelle. Donc, je vais d'abord me permettre de présenter l'association La Margelle, qui est donc une association qui a été créée par des professionnels de santé de différentes expertises, pédiatres, pédopsychiatres, psychomotriciennes, psychologues, qui ont toute une expérience en institution et qui ont souhaité se rassembler autour d'un projet de soutien à la parentalité. Donc, La Margelle n'a pas du tout vocation à faire des soins sur place, sauf dans une situation extrêmement particulière qui est celle des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et pour lesquels l'ARS nous a demandé d'ouvrir une consultation de pédopsychiatrie. Je le précise parce qu'il y a pas mal de confusion. Cette consultation de pédopsychiatrie n'est faite que dans le cadre de ce contrat avec l'aide sociale à l'enfance et pour des enfants pour lesquels ils estiment qu'il y a besoin. Donc, la CAF, par le biais de Madame Rochoux, et merci pour la confiance, Madame Rochoux m'a demandé de parler de 3 aspects aujourd'hui. Le premier aspect, c'est ce qu'elle a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est l'expérimentation d'accompagnement individuel à la parentalité. Il s'agit d'une expérimentation qui se passe en 2024 et 2025. La CAF de la Haute-Marne
a le privilège de faire partie des 10 CAF qui ont été sélectionnés pour cette expérimentation. Il s'agit en fait de proposer à des familles des entretiens individuels. Alors, quand on dit individuel, c'est par famille à la parentalité. Ce n'est pas de la psychothérapie, ce ne sont pas des consultations médicales ni paramédicales, c'est vraiment des entretiens autour de la parentalité avec des outils que nous avons pu développer en collaboration au sein de la Margelle, en collaboration avec l'UDAF, qui est l'autre association qui participe à cette expérimentation. Donc, la Margelle participe à cette expérimentation sur le territoire de Chaumont pour les enfants qui nous approchent pour des enfants des familles qui nous approchent pour des enfants qui ont entre 0 et 12 ans et l'UDAF pour des enfants qui ont plus de 12 ans lorsqu'il s'agit du territoire de Chaumont et pour les enfants qui ont entre 0 et 21 ans pour les autres territoires de la Haute-Marne, surtout autour de Saint-Dizier. Donc, il s'agit de proposer à ces familles 45 minutes d'entretien. Chaque famille peut se saisir de jusque 5 entretiens avec le même intervenant. C'est une expérimentation qui s'adresse à des familles au tout venant. Je le précise parce que je pense qu'il y a dû avoir une confusion ou un malentendu la première fois que nous avons présenté ce projet aux partenaires et aux collègues de la petite enfance. Il s'agit vraiment d'une expérimentation qui s'adresse aux tout venants, c'est-à-dire que toutes les familles qui peuvent avoir un questionnement comme ça vous est arrivé à vous et à moi, euh, excusez-moi, autour de l'éducation d'un enfant, de leur position de parents, de toutes les questions qui sont en rapport avec la parentalité, qui peuvent aller de la limite, l'autorité, la gestion des émotions de l'enfant, enfin tout ce qu'on peut se poser comme question en tant que parent et dont nous ne trouvons pas la réponse dans notre entourage immédiat ou alors auprès des personnes ressources avec lesquelles nous sommes en contact. Euh, Elle s'adresse aussi évidemment aux familles qui rencontrent de réalité ou en réel questionnement sur la place qu'ils peuvent prendre comme parents face à une situation quelle qu'elle soit. L'idée, en fait, est vraiment de redonner confiance aux parents dans leur position de parent et leur rôle de parent, parce que malheureusement, l'environnement aujourd'hui, associé au fait qu'il n'y a plus vraiment de transmission transgénérationnelle ou de communauté de vie qui puisse être soutenante. Malheureusement, il y a plusieurs parents qui se retrouvent isolés réellement, même s'ils sont énormément sur les réseaux sociaux, avec tout ce que ça peut leur renvoyer d'incompétence, de non-performance. L'idée, c'est vraiment de lisser tout ça et de remettre un peu les parents dans leur rôle de parents qui évoluent avec l'enfant et qui apprend au fur et à mesure de l'enfant et surtout les rassurer, sauf dans certaines situations de véritable dysfonctionnalité, les rassurer sur le fait que, ben, en fait, un parent fait avec ce qu'il est, comme il est, et le postulat est toujours qu'un parent veut le meilleur pour son enfant. Nous, professionnels de la petite enfance, on est simplement là pour, voilà, pour guider, pour assurer et tout. Je le précise également parce que lorsque nous avons fait la première présentation aux professionnels de la petite enfance, nous, à la Margelle et à l'UDAF, on a un peu eu le sentiment que c'était un peu comme si on remettait en cause, je préfère le préciser, on remettait en cause les capacités que vous avez au sein de vos structures pour accompagner les parents, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Tout ce que nous proposons à la Margelle et tout de manière spécifique, ce projet avec la CAF, c'est toujours une alternative, une réponse alternative. Et aussi parce que, voilà, moi, j'ai travaillé en CAMS, en CMP et tout en ayant une activité en libéral. J'ai pu observer, et même maintenant en CMP, j'ai pu observer qu'il y a des parents qui préfèrent m'amener leurs enfants en libéral pour exactement la même conversation qu'on a eu au sein du CMPP, simplement parce que ça leur donne le sentiment voilà, qu'ils sont un petit peu à l'écart de ce regard
qui peuvent estimer jugeant ou pas, souvent à tort d'ailleurs, puisque les crèches sont extrêmement bienveillantes et qui préfèrent parfois être simplement dans un autre espace et avoir un fil de conversation dont ils peuvent se saisir. Il n'y a aucune obligation de se saisir des 5 possibilités. Un parent peut, au bout de la première expérimentation, la première expérience, soit avoir trouvé les réponses, soit avoir compris où est-ce qu'il peut trouver des ressources, soit ne plus avoir envie et c'est parfaitement son droit. C'est quelque chose qui est complètement sur la base du volontariat. Nous insistons beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de prescription, il y a une proposition, d'où la proposition de Madame Rochoux de mettre à la disposition des parents les dépliants que vous avez. Si vous identifiez qu'il y a une difficulté de communication avec un parent, ben parce que tout simplement, vous prenez en charge son enfant. Ça arrive souvent. Vous pouvez lui proposer une autre alternative qui comprenne bien qu'il n'y aura pas de retour de notre part vers la crèche. Ce n'est pas, voilà, c'est pas une référence, c'est vraiment une mise à disposition d'un service et d'une information qui sont subventionnés par la Caisse nationale d'allocation familiale avec notre caisse locale ici, dont les parents n'ont pas d'argent à débourser. Il y a un numéro unique que vous trouverez sur le dépliant qui vous a été montré, auquel les parents peuvent appeler pour prendre un rendez-vous de manière, voilà. Nous sommes 5 intervenants au total, 4 au niveau de la Margelle et 1 au niveau de l'UDAF, avec des créneaux qui sont déjà prédéfinis. Donc, les parents, il y a des créneaux de lundi à vendredi. Donc, les parents peuvent trouver le créneau qui leur correspond. La seule contrainte, il y a 2 contraintes. La première, c'est que quand on commence avec un intervenant, on continue avec lui parce que l'idée, en fait, c'est d'être dans le déroulement d'une histoire familiale qui va peut-être permettre aux parents de comprendre dans sa propre histoire ou pas d'ailleurs, où est-ce qu'il peut trouver les ressources, quels peuvent être les freins, d'où peuvent venir les freins ou les obstacles qu'il a. Et également, la deuxième contrainte, c'est que après le premier rendez-vous, le parent, il a juste que 2 mois pour reprendre un autre rendez-vous. Au bout de 2 mois, on considère que, ben, en fait, il a trouvé ce qu'il voulait ou alors il n'a pas trouvé. Donc on ne continue pas. S'il revient, ce ne sera pas dans la continuité de ce qui a été commencé. Voilà. Voilà les informations que j'avais à vous partager par rapport à cette expérimentation sur l'accompagnement individuel à la parentalité qui court jusqu'en fin 2025. Nous avons l'idée, en fait, est d'accueillir 200 familles différentes pour jusqu'à fin 2025. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de plus d'éléments, ben, vous n'hésitez pas à revenir soit vers Madame Rochoux, qui est votre interlocuteur privilégié, qui soit vous donner toutes les informations, soit vers la Margelle ou bien l'UDAF. Voilà la première partie de ce qui m'a été demandé de partager avec vous. La deuxième partie qui m'a été demandée de partager avec vous, c'est autour de la PCO. La PCO pour plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement dans notre département, c'est-à-dire dans le 52. Je suis le médecin coordonnateur d'un collège de médecins. Nous sommes 3 aujourd'hui autour de cette initiative. C'est une initiative qui existe de plus en plus dans les départements français de plus en plus nombreux, dont la principale mission pour celle dont je vais vous parler, qui est de 0 à 6 ans, est vraiment de détecter de la manière la plus précoce possible les enfants qui sont susceptibles de présenter un trouble du neurodéveloppement. Vous avez la grille de dépistage précoce qui est mise à disposition sur handicap.fr ou sur le site du service public sur lequel vous pouvez le télécharger. L'idée est vraiment de, de donner les meilleures des chances aux enfants. Moi, ayant travaillé au CAMS pendant 6 ans, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui arrivaient au CAMS, puisque c'était mon lieu d'observatoire, tard. Trop tard pour qu'on puisse pas faire quelque chose parce qu'on les prenait quand même en charge, mais pour leur donner les meilleures chances.
aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les troubles de développement et en particulier les troubles du neurodéveloppement soient, repérés le plus tôt possible, adressés le plus tôt possible, les bilans effectués le plus tôt possible pour donner les meilleures chances aux enfants. Et vous, évidemment, en tant que crèche, halte garderie, membre, vous êtes évidemment à un poste privilégié pour pouvoir les détecter, puisque vous passez la journée avec les enfants, vous passez quasiment plus de temps avec les enfants qu'avec leur famille pendant la semaine. Et vraiment, vous êtes à un endroit qui vous permet d'identifier assez tôt des enfants que vous voyez au quotidien et l'habitude que vous avez et l'expertise que vous avez du développement de l'enfant. Avant, je sais que c'était compliqué puisque quand j'étais au CAMS, il y a des crèches ou des partenaires de la petite enfance qui envoyaient les enfants au CAMS. On sait tous que les délais d'attente au CAMS étaient vraiment quasiment décourageants et que parfois l'enfant arrivait au CAMS, mais il était pris en charge 2, 3 ans plus tard. Aujourd'hui, avec la PCO 52, vous nous adressez l'enfant par le biais de la grille de repérage. Vous pouvez soit vous adresser directement aux professionnels, à l'adresse qu'il y a sur la PCO, soit gentiment proposer aux parents, en parler aux parents et lui proposer d'aller voir son médecin traitant qui est parfaitement habilité à remplir la grille de repérage et qui d'ailleurs est quasiment mieux placé que nous tous, puisque je suis parfois obligée de le faire à cause de la carence en médecins traitants qu'il y a sur notre territoire, qui va remplir la grille, qui nous la renvoie. L'enfant et la famille est rappelée par une des coordinatrices de la PCO, est reçue ou elle va à domicile en fonction de ce que la famille souhaite. Il y a des familles qui ne souhaitent pas qu'on se rende chez elles et l'enfant est mis comme ça on va dire dans un circuit où le dossier est étudié. On va demander un certain nombre d'éléments. Les examens sont faits en général beaucoup plus rapidement que s'ils avaient été faits de manière non coordonnée parce que la plateforme a conventionné un certain nombre de thérapeutes et de professionnels, ce qui permet de faire au moins les bilans, même si on ne peut pas assurer le suivi, on n'assure pas le suivi forcément, au moins les bilans dans des délais qui sont un peu plus courts que ceux qu'on peut observer aujourd'hui sur notre territoire et donc d'arriver rapidement à une conclusion. Est-ce que c'est un trouble du neurodéveloppement? Si oui, à ce moment, on vers une prise en charge et on accompagne l'enfant jusqu'au moment où l'enfant est mis dans un réseau de prise en charge, que ce soit le CAMS, le CMPP, un suivi en libéral, ou alors ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement, il sort du dispositif, mais avec des prérogatives, de la guidance, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dysfonctionnements dans le développement qui sont euh, liés, je vais dire, je ne vais pas dire qui sont dus, que je vais pas dire qu'ils sont dus, mais je vais dire qu'ils peuvent être liés à l'environnement. Pour cette raison, nous essayons de travailler le plus possible avec la PMI, lorsqu'il y a des problèmes, de guidance, d'éducation, on est tous au courant de tout ce que, une exposition prolongée et trop répétée aux écrans peut entraîner en termes de troubles de l'attention et vous êtes vraiment au premier rang pour pouvoir observer tout ça. Donc voilà, on fait une guidance. En tout cas, on essaye de faire en sorte, sauf si la famille ne le souhaite pas, de mettre la famille dans un processus de guidance, en leur expliquant voilà, l'avantage qu'il y a pour le moment. La plateforme dont je vous parle est celle et qui vous intéresse, est celle des enfants de 0 à 6 ans. La page qui est porteuse du projet par le biais des CMPP de Chaumont, Langres et Saint-Dizier est également porteuse du projet de la PCO 7-12 ans, ça vous concerne un peu moins, mais qui a le même objectif, c'est-à-dire les enfants qui ont échappé à la première partie, parce que en fait, la PCO n'existe sur notre territoire que depuis 2 ans. Ceux qui ont échappé à cette partie et qui présentent quand même des troubles du neurodéveloppement vont avoir la possibilité de rentrer, d'être pris en charge par, la plateforme de coordination et d'orientation pour les 7-12 ans, dans l'idée, voilà
proposer un accompagnement qui va être, vous l'imaginez bien, différent. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments que je vous communique pour la PCO. Il y a des enfants qui nous sont déjà adressés. Merci beaucoup pour ces enfants-là, parce que la marge de manœuvre que nous avons pour, on va dire, reconditionner ou rééduquer un cerveau qui a eu un démarrage malheureusement un petit peu dysfonctionnel dès le début de vie n'est pas très large. Idéalement, il faudrait pouvoir intervenir sur ce cerveau jusqu'avant l'âge de 3 ans. C'est pour ça que vraiment les crèches, les MAM, les haltes garderies sont vraiment clés dans ce dispositif pour pouvoir accompagner et éviter des retards de diagnostic et donc de prise en charge qui, vous l'imaginez bien, sont une vraie perte de chance pour les enfants et handicapent leur avenir. Ça, c'était pour la PCO. Le troisième dispositif dont je vais vous former, qui est un dispositif de la Margelle en collaboration avec la CAF, est également une expérimentation. Il s'agit vraiment d'une expérimentation qui est d'aller pendant quelques séances, pour le moment, on en a fait 3, dans une crèche ou un regroupement de crèches ou de MAM ou de halte garderie lorsqu'elles se trouvent dans la même zone, sur 3 sessions pour, donner de l'information. Moi, je n'ai pas très envie d'appeler ça formation parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Donner de l'information sur le développement normal de l'enfant, sur la gestion d'un certain nombre d'éléments qui sont liés au développement, de l'enfant et sur, pas mal sur tout ce qui est troubles de l'oralité comme malheureusement de plus en plus. Et donc, ça permet à la fois d'apporter une information, mais surtout d'interagir avec la structure dans laquelle nous sommes pour comprendre quelles sont leurs difficultés, leurs questionnements et souvent les guider sur comment aborder les enfants par rapport à différents troubles et identifier les enfants qui pourraient effectivement avoir besoin d'une expertise au-delà d'une simple guidance. Ça, c'est une expérimentation. Nous venons de terminer la troisième session avec la crèche de Joinville. En collaboration et sur la demande de la CAF, nous sommes en train de faire les évaluations, et nous allons pouvoir un petit peu comment est-ce que les professionnels, de la crèche ont pu mettre en œuvre, ce qui leur a été proposé comme outil ou les outils qu'on a pu définir ensemble parce que ce sont des sessions qui sont très, très interactives, que les outils qu'on a pu définir ensemble, comment est-ce qu'ils ont pu les mettre en œuvre au niveau de la crèche et qu'est-ce que ça leur a apporté. L'idée et madame Rochoux, là, vous allez me corriger ou peut-être ajouter une information. L'idée ici, c'est de pouvoir proposer, en 2025, d'autres expérimentations du même type. Donc, si cela, vous parle ou vous intéresse, vous pouvez vous adresser, à la CAF en leur disant que vous souhaitez avoir, ces accompagnements, on dit formation, mais en réalité, nous, on estime que c'est plus de la soutenance, de la guidance, définir en fait des outils et vous aider à organiser un petit peu le regard que vous avez sur ces enfants-là en 2020 et pour qu'on puisse voilà, pouvoir organiser ça avec l'aide de la CAF. Madame Rochaud, vous vouliez intervenir ici? Oui, enfin, juste, peut-être, pour compléter, donc en effet, il s'agit d'une première expérimentation. La CAF, souhaite, en complément aussi avec l'ARS, puisqu'on a également sur cette expérimentation un financement de la part de l'ARS, continuer, prolonger cette expérimentation en 2025 sous réserve du cofinancement et de nos financements. Mais, avec, voilà, juste rappeler cette réserve, mais, oui, oui, vraiment, on attend aussi les retours du rétexte que vous ferez avec la crèche de Joinville, mais déjà j'ai échangé avec la directrice et les retours sont très bons, donc si ça peut continuer, oui, oui, c'est vraiment très bien et en effet, en tant que responsable de structure petite enfance, bah, vous pouvez, voilà, vous revenir vers moi sous forme de mail si cette expérimentation vous intéresserait, pour l'organiser au sein
de votre structure. Donc il s'agit de temps, d'information, de formation en soirée. Donc ça signifie aussi un engagement, de vos équipes aussi pour pouvoir, voilà, avoir ce temps, en fin de journée, en dehors de la présence des enfants. Voilà, bah, je vous laisse, Merci reprendre. beaucoup pour ce complément d'information. Sur le plan pratique, comme vous avez dit, il s'agit d'un temps d'information en soirée parce que c'est le moment qui est le plus, où vous êtes disponible. Ce sont des temps qui durent à peu près 1 heure et demie et nous faisons une session à peu près tous les 2 ou 3 mois, donc c'est pas quelque chose qui va vous occuper, 3-4 semaines d'affilée. Les dates sont arrêtées donc comme un accord avec la structure en tenant compte de nos disponibilités. Voilà, sentez-vous libre hein, soit de revenir pour plus d'informations, soit de demander en fait à pouvoir bénéficier de ces sessions d'information au cours de l'année 2025. Nous sommes également en train de rédiger et qui sera terminé une fois que l'évaluation sera faite, un petit manuel pour que les informations que nous allons faire dans les différentes crèches soient, on va dire, un petit peu standardisées pour être sûr que voilà, qu'il y ait un déroulement qui soit organisé et qu'on délivre à peu près toujours le même type de formation. Et ça, on en discutera avec la CAF. Voilà les 3 sujets que Madame Rochoux m'a demandé de présenter, de vous présenter. Et je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup pour l'opportunité et pour la confiance, Madame Rochoux. Merci à vous, docteur Loé Loumou pour votre présence sur ce webinaire. Peut-être aussi, par rapport à cette expérimentation en termes, d'information au sein des structures petite enfance, l'idée enfin le 1er objectif concernait aussi un soutien à apporter aux structures en termes, d'inclusion d'enfants porteurs de handicap. Et la proposition que vous nous avez faite au niveau de la margelle, c'est déjà se poser la question: «Mais, c'est quoi un enfant qui va bien?» Et j'ai trouvé la démarche extrêmement pertinente, de partir de l'enfant qui va bien pour après, comme vous l'avez, abordé, le fait aussi de pouvoir dans un échange vraiment avec les équipes, bah, aborder des questionnements par rapport à certains troubles que des enfants peuvent présenter au sein des structures. Et puis il y a également un axe, qui concerne, l'accompagnement des familles, par rapport à voilà, au sein de vos structures aussi, dans ce temps de formation. Moi, ce que je peux vous proposer, voilà, si certains d'entre vous, souhaitent, voilà, prendre la parole pour, profiter de la présence du docteur Loé Loumou, eh bien écoutez, n'hésitez pas, la parole est à vous. La parole ou pour ceux ou celles qui n'auraient pas de micro, vous pouvez utiliser aussi le fil de conversation et je ferai le lien, avec vos messages écrits. Juste par rapport à la première session qui est effectivement l'enfant qui va bien, c'est une session qui nous a semblé importante parce que l'enfant qui va bien est très divers. Il est très, très divers. Il y a différentes façons d'aller bien et souvent on peut être un peu déstabilisé par un enfant qui peut avoir une présentation qui ne correspond pas forcément à notre représentation de l'enfant qui va bien. Et c'était important de mettre l'accent là-dessus, sur la diversité de l'enfant qui va bien, sans pour autant prendre le risque de passer à côté d'un trouble qui peut se manifester d'une façon un petit peu frustre, en fait. Merci. Merci de cette précision.
Qu'y a-t-il des... Oui, c'est Anne-Cécile Cordebar de Langres. Moi, je trouve que la démarche, elle est vraiment chouette et d'avoir des intervenants locaux, en plus, je trouve que c'est sympa. Au niveau des sujets qui sont abordés, donc vous parlez de l'enfant qui va bien, qu'est-ce que vous avez pu aborder comme sujet, enfin voilà, comment... Parce que, enfin, moi, je vous avoue, je suis intéressée, donc... Donc voilà, quels sont les sujets que vous avez pu aborder avec les équipes? En fait, les sujets abordés avec l'équipe de Joinville ont été souvent un peu la résultante de leur questionnement. C'est-à-dire qu'avant ça, on avait eu un échange avec la directrice de la crèche qui a dit un peu quels étaient les sujets qui posaient question à leurs équipes, à son équipe. Là, on a fait une première session avec l'enfant qui va bien dans tout ce qui est développement moteur, psychomoteur, qui est une session que moi, je fais en tant que pédiatre avec la psychomotricienne de la Margelle. Il y a une deuxième session qui est faite autour de la gestion des émotions, la colère, comment accueillir la colère, comment accueillir les pleurs, comment accueillir l'opposition, comment accueillir l'enfant qui est hypotonique, qui ne bouge pas, un enfant qui vous interpelle. Ça, c'est fait, le binôme de cette session est fait avec la psychologue et une des pédopsychiatres qu'on a au sein de la Margelle. Et la troisième session qui porte essentiellement sur les troubles de l'oralité et tout ce que ça peut contenir, tout ce que ça peut être comme tout ce que ça peut révéler et de quoi ça peut être révélateur est fait entre la deuxième pédopsychiatre et la thérapeute du langage qui est anciennement orthophoniste, qui est également cofondatrice de Margelle. Mais en réalité, les crèches sont diverses, les publics qui sont accueillis sont divers. Donc, dans tous les cas, la première démarche avant d'intervenir dans une crèche, c'est de rencontrer les responsables de la crèche pour définir avec eux quelles sont les problématiques que les équipes rencontrent. Et du coup, soit c'est somatique, enfin, de toutes les façons, on commence toujours par la session de l'enfant qui va bien, que ce soit sur le plan physique, somatique, psychologique avec la psychomotricienne. Et ensuite, les autres thématiques, les deux autres sessions, les thématiques sont définies avec les équipes. Ok. Oui, donc c'est vraiment un échange et vous adaptez complètement j'ai envie de dire, aux demandes ou aux besoins qui émergent du terrain. Exactement. C'est pour ça que vous m'avez vu hésiter. Je dis, on appelle formation, mais nous, nous sommes très hésitantes sur le terme formation parce que l'idée, ce n'est pas du tout de délivrer une formation. L'idée, c'est vraiment d'interagir avec les équipes et de leur apporter ce que nous avons en termes d'expertise, en termes de connaissances, en termes de guidance. Et souvent, dans ces interactions, moi, je l'observais avec Joinville, dans ces interactions, en général, les équipes savent déjà beaucoup de choses. Elles ont juste souvent besoin d'être rassurées sur le fait que c'est qu'elles pensent effectivement dans ces directions qu'elles doivent aller. Et puis, voilà, introduire certaines notions, voire également quelque chose qui nous a beaucoup interpellé, c'est un petit peu dans vos équipes, vous avez quasiment toutes une infirmière qui intervient, une psychologue qui intervient. Comment est-ce que ces deux personnes peuvent être un véritable soutien aux équipes? Quelle place elles peuvent prendre? Voilà, donc on est vraiment, on s'adapte beaucoup à la demande de l'équipe et à ce qui se passe au sein de l'équipe, quoi. Donc, c'est vraiment un travail, on a besoin d'un travail préalable pour être sûr que nous allons être une vraie valeur ajoutée, si je peux le dire comme ça. Ok, merci. On vous attend à Langres, hein. Il y a aucun souci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que vous souhaitez ou d'autres prises de parole souhaitées? Ah, je vois qu'il y a une personne qui écrit sur le fil de conversation. Alors, on va juste attendre le lien, la connexion.
Donc pendant qu'elle écrit, Oui. qu'elle ou il écrit, donc je merci pour la question, de la professionnelle de tout à l'heure. C'est vraiment un processus, qui est co-construit. Nous ne venons pas pour, délivrer une information, nous venons avec des thématiques qui auront été définies, à l'avance et souvent, voilà, il y a il y a des situations qui ne vont pas se présenter. J'en ai eu quelques situations à Joinville, qui ne se présenteront peut-être pas, dans d'autres crèches où il y a parfois des situations dans lesquelles les parents ont mis en difficulté, le professionnel et les professionnels de la petite enfance et le fait d'en parler, en groupe parce qu'on sait que les parents aujourd'hui, c'est devenu, c'est devenu, pas un vrai souci, mais on a affaire et je suis, bien placée pour le savoir, affaire à des parents qui sont tellement, en recherche de performance et en manque d'assurance, que ça peut entraîner une dysfonction complète dans leur façon d'aborder leur enfant et souvent les premières personnes qui reçoivent cette, on va dire cette agressivité, que ce soit un boomerang, c'est vous en fait. Parce que, le parent, il vient vous déposer un enfant, il est agressif, vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à percer, on va dire, l'abcès, à comprendre un petit peu ce qui se passe et souvent le fait juste d'en parler en groupe, ça permet de voilà, ça permet d'ouvrir un petit peu le paquet et nous, on apporte notre expertise pour dire: «Oui, peut-être qu'il faut rechercher ça, ça, ça derrière. Est-ce qu'il y a une maltraitance, soit de la maman, soit du papa? Est-ce qu'il y a une maltraitance à l'intérieur de la famille? Est-ce que, ça doit nous interpeller au niveau du développement de l'enfant? Est-ce que» voilà, c'est un peu cette valeur ajoutée que nous apportons. Alors écoutez, je vais lire peut-être votre question. Donc, comment communiquez-vous avec les EAJE au niveau du PCO? Car au sein de notre structure, nous en avions jamais entendu parler. J'ai pris connaissance de ce dispositif dans mon cercle personnel. J'ai donc essayé d'orienter une famille auprès de ce dispositif, mais il n'y a eu aucune suite. Comment pouvoir être légitime en tant que professionnel de la petite enfance face à ce type d'accompagnement? Alors, juste avant de laisser le docteur Clarisse Loelomo répondre, si, j'ai communiqué au niveau des EAJE puisque lors d'un webinaire en 2023, j'ai invité Madame Boudet, qui a présenté, avec son équipe, la PCO. Donc je vous renverrai le lien, par rapport à ce webinaire. Mais pour compléter, voilà madame Loelomo, je vous laisse compléter. Merci. D'abord, je voulais vous rassurer, je vais commencer par la dernière question. Vous êtes complètement légitime pour orienter face à ce type de dispositif. Vous êtes les premiers interlocuteurs, comme je l'ai dit. Nous, on n'avait pas fait, il faut savoir qu'au moment où la PCO a commencé en Haute-Marne, donc en fin 2021, à peu près, on a accueilli les premiers enfants en début 2022. Nous avons fait, nous avions on était en je s la on il y a eu énormément de communication auprès de nos partenaires, c'est-à-dire la CAF, et les différents dispositifs qui devaient relier dans le réseau et je sais effectivement que, madame Bout, Sandrine qui est directrice au sein de la page effectivement avait eu ce système d'information avec la CAF. Nous avons un projet cette année. Vu qu'on a, à peu près, un peu plus d'1 an et demi d'existence maintenant, d'accueil des enfants et un peu de recul, nous avons un projet cette année de refaire, des informations au sein des professionnels de la petite enfance et donc voilà. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que, si vous avez le temps et la curiosité d'aller sur le site, du secteur public. Ou alors madame Rochon, peut-être que vous pourrez leur transmettre, par vos canaux la grille de repérage. C'est pour vous donner une idée. Dans la grille de repérage, il y a tout 2-3 pages au début qui vous disent quels sont en fait les et surtout comment est-ce que vous pouvez les adresser. Idéalement, il y a une grille de repérage qui doit être adressée par le médecin. Elle doit être remplie par le médecin parce que là-dedans, on demande
essentiellement des éléments qui sont, qui sont d'ordre médical. Comme vous allez pouvoir lever la grille, elle est accessible à tout le monde, hein, sur le service public. Comme vous allez le voir et en réalité, c'est le médecin traitant, c'est-à-dire le médecin qui connaît l'enfant, qui peut, remplir ça et qui donc du coup nous adresse. Pourquoi le médecin traitant? Parce que nous, l'idée, c'est pas que la PCO reste dans le dispositif pendant 3 ans. On a un temps très court, mais c'est vraiment important qu'il y ait un relais, et c'est pour ça que le pivot médecin traitant est important parce que lorsqu'il il nous renvoie une grille de repérage, remplie, nous, on lui rend compte régulièrement de où est-ce que qu'on a accueilli l'enfant dans le dispositif, deuxièmement, qu'on a, où est-ce que l'enfant en est. Lorsqu'on a fait tous les bilans, on lui renvoie un courrier avec un compte rendu. On ne lui renvoie pas tous les bilans, mais on renvoie un compte rendu pour dire, voilà, où est-ce qu'on est rendu avec cet enfant. Voilà hem, heu, voilà quelle est la conclusion et voilà vers où on a orienté, ça. Alors pour revenir au médecin traitant qui a dit ne pas être au courant de ce dispositif, voilà, moi c'est exactement comme, la réaction, de madame Rochoux tout à l'heure. Moi personnellement, j'ai fait plusieurs formations médicales contre une des médecins généralistes où je suis allée le soir, pour expliquer la PCO. Ils ont l'information de la PCO au sein de leur, ce qu'on appelle FMC, qui est une réunion de médecins généralistes et la secrétaire de la PCO, pendant 6 mois, a fait tous les cabinets médicaux de Chaumont et des environs. Tout, personnellement, elle s'est déplacée pour aller déposer, les dispositifs et tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, mais la première année, par exemple, on avait 2 médecins qui nous avaient adressés. L'année dernière, quand on a fait les bilans, il y en avait, 40 qui nous adressaient les enfants, donc ça va aller. C'est comme tous les nouveaux dispositifs, ils sont de mieux en mieux connus et surtout, les médecins traitants se sont rendus compte de l'aide que c'est pour eux. Au lieu de traîner comme un boulet un enfant dont le parent dit qu'il ne va pas bien, il ne va pas bien, il trouve qu'il est et ils ne savaient pas quoi faire parce que le CAM s'est embolisé, parce que le CMPP est embolisé. Ils se sont rendus compte que c'est une vraie valeur ajoutée pour eux et donc ils nous adressent de plus en plus souvent les enfants. Dans les situations dans lesquels les parents disent qu'ils n'ont pas de médecin traitant, ce qui malheureusement arrive sur notre territoire, hein, parce qu'il y a de moins en moins de médecins traitants. De manière exceptionnelle, moi, en tant que pédiatre, j'ai reçu des demandes de ce type-là de certains de vos collègues ou de certains d'entre vous, adressent les enfants au cabinet en libéral, en utilisant le contact du cabinet et en précisant la demande. Parce que si vous ne précisez pas la demande, moi, malheureusement, je ne vais plus prendre les enfants au-delà de 3 ans juste pour des visites. Je peux plus, en fait. Si vraiment je dois prendre soin correctement de tout le public dont j'ai la charge pour le moment, en espérant qu'on aura d'autres pédiatres qui vont s'installer, et vu la carence en médecins traitants aujourd'hui, mais les personnes, tous les professionnels qui m'ont adressé un enfant en utilisant le mail du cabinet, en précisant la raison pour laquelle ils adressent l'enfant. Nous les avons tous reçus. Je les reçois. À ce moment, je peux contacter un médecin traitant qui éventuellement est dans la boucle. Sinon, ben, s'il y a vraiment personne, pas de perte de chance parce que moi, je vais remplir la grille péniblement, mais je vais la remplir. Mais dans tous les cas, il y a une coordinatrice qui prend le relais et qui va rencontrer la famille, qui essaie de comprendre l'environnement de la famille. Donc, on a fait en sorte que que la plupart des enfants, c'est pour ça que on va dire votre apport est vraiment important parce que vous connaissez les enfants, vous les avez, au quotidien, donc n'hésitez pas, quand vous avez la grille, si les parents disent qu'ils n'ont pas de médecin traitant ou bien que ils savent pas trop, n'hésitez pas aussi à faire un courrier en disant: «Voilà, tac, 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 c'est qui nous inquiète, pour cet enfant et nous ou le médecin traitant, en tout cas, on s'en sert pour compléter la grille». Voilà, j'espère avoir répondu à la question et à vos interrogations. Oui. Je vous Et en prie. merci beaucoup pour votre question.
parce que c'est vrai que ça permet aussi de repréciser des éléments et comme vous dites, docteur Louelou, on est face à un nouveau dispositif, donc les piqûres de rappel aussi sont utiles et redonner de l'information, non, non, c'est très Et bien. juste pour information, c'est pas vraiment votre public, mais quand les enfants deviennent un peu plus grands, il faut savoir que nous travaillons de manière très étroite avec le médecin scolaire. Ça veut dire qu'elle participe à toutes les réunions de mise au point de la PCO, elle est au courant. C'est donc pour les enfants et là, il y a eu une réunion, de la PCO récemment où elle était là et les enfants qui n'ont vraiment pas de médecin traitant, le médecin scolaire s'implique dans le processus. Il s'implique, elle s'implique, c'est une dame, elle s'implique, elle appelle le médecin traitant, sinon elle s'implique vraiment dans le processus. Nous travaillons de manière très, très étroite avec elle. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Alors c'est qu'on a répondu à toutes vos questions. C'est très D'accord. bien. En tout cas, merci beaucoup pour, l'opportunité. Je vais vous laisser. Merci, bonne Oui. fin de journée à toutes et puis merci. Ah, il y a Coraline, Leblond qui Ah, écrit Coraline, non, oui, elle oui, nous dit elle dit non, merci. c'est juste des voilà, c'est très important, c'est pas juste ce sont des remerciements. Merci à vous pour vos remerciements. Coraline, on a des choses à faire, hein. Il faut qu'on se recontacte, il y a des choses à faire. On avait commencé un travail et une réflexion ensemble qu'on n'a jamais, terminé. Mmh. Donc c'est l'occasion. Très Mais bien, bah, OK. merci, Bonne merci journée à beaucoup, vous. Au beaucoup et revoir. puis, merci à toutes et à tous pour votre participation et puis comme je vous l'ai dit, je vous envoie très rapidement le lien pour que vous puissiez, avoir accès à l'enregistrement du webinaire et au diaporama. Merci à vous.